Bonjour à tous. Bienvenue dans ma chaîne YouTube SVT plus Kerbal. Je continue donc à donner des cours de renforcement pour les sciences de la vie et de la Terre avec l'unité 4 pour le niveau de deuxième bac, bien sûr, avec l'unité 4 qui est la génétique des populations et la science maths pour l'unité 2, la variation et la génétique des populations, leçon toujours la génétique des populations. Alors, je continue avec les facteurs de la variation d'une population. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé de l'influence des mutations sur l'évolution de la fréquence allélique et génotype d'une population. Revoir donc cette vidéo. Je continue avec un autre facteur qui influe l'équilibre des populations, c'est la sélection naturelle. Exemple, on va partir d'un exemple qui est familier, donc c'est l'exemple du papillon Biston bitularia. Alors, exemple, donc Biston bitularia est un papillon nocturne, Farachalilia, qui se repose pendant le jour sur les troncs du bouleau. Le bouleau est un arbre. Alors, en Angleterre, je continue l'action de l'exercice. En Angleterre et jusqu'à la moitié du 19e siècle, un grand effectif de ces papillons était clair. Voilà, phénotype clair. Mais après, ce sont les papillons foncés qui dominent en effectif, c'est-à-dire les plus fréquents, dans les régions bien sûr industrialisées. Tandis que les papillons clairs sont plus abondants dans les campagnes, c'est-à-dire les régions loin des industries. Alors en 1955, le chercheur Ketlewell a marqué, donc il veut étudier donc ces papillons, Ketlewell a marqué un ensemble de papillons Biston bitularia, foncé et clair, qu'il a libérés dans deux régions différentes. Il les a libérés, il les a marqués, puis il les donc libérés dans deux régions différentes. La région de Birmingham, qui contient les arbres du bouleau à troncs noirs, par la pollution, à cause de la pollution, parce que les troncs, alors le bouleau, donc sur le bouleau il y a des lichens, donc dans les régions non polluées, donc l'industrie donc a détruit les lichens qui se trouvent sur le bouleau, et les troncs sont devenus noirs. Il a libéré aussi ces papillons dans la région de Dorsey. Alors, la région de Dorsey contient des arbres du bouleau à troncs non pollués. Ils sont blancs, donc les lichens ils prolifèrent donc sans problème. Après, il a réalisé la capture. Il a capturé à nouveau ces papillons et il a calculé leur fréquence. Le tableau suivant résume les résultats obtenus. Alors, les questions, donc vous avez le tableau donc ici. Donc, le nombre de papillons marqués libérés, voilà les nombres. Voilà. Le nombre de papillons marqués capturés, voilà, dans les deux régions. Et voilà, il a calculé le pourcentage des papillons marqués capturés. Voilà. Dans la région de Dorsey, voilà donc la région de Birmingham. Les questions, le travail que vous allez faire. Alors, vous allez décrire la répartition des deux phénotypes de papillons selon les résultats de Ketlewell. La deuxième question, expliquer la fréquence de ces deux formes de papillons, sachant qu'ils représentent des proies pour certains oiseaux. Que peut-on déduire? Donc la première question, décrire la répartition des deux phénotypes de papillons selon les résultats de Ketlewell. Donc on va utiliser donc le tableau. Donc les questions du bac, c'est comme ça, on vous donne des données, des tableaux, des graphes, et on vous donne des questions. Les questions, donc pour répondre, il faut utiliser donc les données. Alors les résultats sont les tableaux ici. Donc j'ai marqué ici donc, les papillons, j'ai schématisé les papillons ici. La forme claire, la forme foncée, ou bien la forme mélanique. D'accord? Alors, pour la description des phénotypes des papillons selon les résultats de Ketlewell, vous observez que la région de Dorsey donc, contient une grande proportion des papillons de type clair. Donc on dit que les papillons de type clair sont plus fréquents dans la région de Dorsey à la campagne, tandis que dans la région de Birmingham, la forme foncée est la plus fréquente, 53,2%. Ici, donc Dorsey, tout à l'heure, 12%. Ici, 12% de la forme claire, 6% de la forme foncée dans Dorsey. Donc Birmingham, c'est une grande proportion, 53,2% de la forme foncée, tandis que la forme claire, c'est 25%. Donc, la première question, qu'est-ce que vous allez écrire? Donc, vous allez écrire donc, dans la région de Dorsey. Dans la région de Dorsey, voilà.
les papillons clairs sont plus fréquents. Plus fréquents. Un grand pourcentage. Par rapport, bien sûr, à la forme foncée. Hein, l'inverse, dans la région de Birmanga, pardon, Birmanga. La forme foncée est plus fréquente par rapport, bien sûr, à la forme claire. D'accord? Donc ça, c'est pour la première question. Alors, ça, on a répondu donc la répartition. Donc, il y a je récapitule, une grande proportion de papillons clairs dans la région de l'Orsay, tandis que dans la région de Birmingham, la forme foncée est la plus fréquente. C'est un grand pourcentage. Alors, pour la deuxième question, donc, on vous demande donc une explication. Expliquer la fréquence de ces deux formes de papillons, sachant qu'ils représentent des proies pour certains oiseaux. Alors, cette différence de fréquence, donc, elle est due à l'influence des oiseaux, donc, prédateurs. Alors, dans la région, donc, on va expliquer oralement comme ça, dans la région de Dorsay, donc, les arbres du bouleau ne sont pas pollués, donc, les lichens y prolifèrent, donc, bien. Donc, les troncs d'arbres sont plus clairs. Donc, c'est un avantage pour les papillons dont la couleur est claire. Parce que le tronc leur sert de camouflage contre les oiseaux prédateurs. Donc, tandis que la forme sombre, c'est-à-dire la forme mélanique des papillons, Biston betularia, reste donc une cible facile pour les oiseaux prédateurs. Le contraire dans la région de Birmingham, où il y a des usines, donc il y a la pollution industrielle qui a rendu les arbres du bouleau foncés par la destruction des lichens qui poussent. Donc cette fois-ci, donc la forme, le phénotype sombre, c'est-à-dire la forme mélanique des papillons, c'est la plus avantageuse. Donc parce que les troncs d'arbres sont noirs et leur phénotype donc leur sert de camouflage. Donc ils ne sont pas la cible facile des oiseaux prédateurs, tandis que la forme claire donc devient une cible facile pour les oiseaux, d'où une diminution du nombre de la forme claire dans la région Birmingham, par opposition à la diminution du nombre ou bien de la fréquence de la forme sombre dans la région de Dorsay. D'accord? Donc, deuxième question, voilà. La répartition. La répartition, voilà, des fréquences. La répartition des fréquences des deux phénotypes. Voilà. S'explique par. Voilà comment vous devez répondre. Alors, dans la région de Dorsay, alors, la forme claire, c'est-à-dire les papillons clairs, donc, ne sont pas la cible, voilà, ne sont pas la cible facile des oiseaux prédateurs, voilà, car les arbres du bouleau leur servent d'abri, voilà, un abri, donc un camouflage, c'est-à-dire un camouflage donc, pour se sauver des prédateurs. Tandis que dans la région de Birmingham, dans la région,
Et la forme, donc la forme dans la région du dorsodère, la forme foncée est une cible facile, des oiseaux prédateurs, d'accord? Prédateurs. Par contre, dans la région de Bergman, voilà, dans la région de Bermonga, voilà, la forme foncée est plus avantageuse, car les arbres du bouleau, voilà, noircis par la pollution, leur sert d'abri contre les oiseaux. D'où est la forme, tandis que la forme claire est une cible facile, des oiseaux, voilà, prédateurs. D'où la diminution du nombre de la forme claire dans la région Bermonga, par opposition à la grande proportion des papillons foncés, la forme mélanique. Le contraire dans la région d'Orsay, c'est diminution du nombre de papillons mélaniques par la prédation par les oiseaux, c'est une cible facile, et augmentation du nombre donc de papillons donc clairs. D'accord? Ça c'est pour la deuxième question. La troisième question, que peut-on déduire? Donc qu'est-ce qu'on peut déduire? L'environnement donc. Donc on va parler en oral maintenant. L'environnement influence donc l'évolution des populations, bien sûr, en sélection des phénotypes, voilà, qui sont plus adaptés à leur survie et à leur reproduction, voilà, et donc de façon à faire augmenter donc ce phénotype. Ce phénomène s'appelle la sélection naturelle. Donc troisième question, déduction, voilà. Déduction. Voilà. Donc l'environnement, voilà. L'environnement influence, voilà, influence l'évolution des populations. Comment? En sélectionnant, voilà, des phénotypes, voilà, les plus adaptés à leur survie, d'une part, et à leur reproduction. Voilà. C'est-à-dire transmettre leurs gènes, leur génotype, donc aux descendants, qui seront donc d'où l'augmentation de leur fréquence, voilà. Ce phénomène, voilà, s'appelle donc la sélection naturelle. Donc ce phénomène, c'est ce qu'on appelle, le stylo ne marche pas. C'est ce qu'on appelle donc la sélection naturelle. C'est la sélection naturelle. Al-intiqa'u at-tabi'i. D'accord? Alors, on continue l'exercice. La couleur du papillon, la couleur, c'est-à-dire le phénotype clair et foncé. La couleur du papillon, la farine du bouleau, Biston betularia, est gouvernée par deux allèles. L'allèle grand C, qui est dominant, qui détermine la couleur foncée, et l'allèle petit c récessif, qui détermine la couleur claire. Alors, le graphe ci-dessous donne l'évolution de la fréquence des deux allèles dans la zone industrielle de Manchester. La zone industrielle de Manchester. Au cours de 100 ans.
Alors, vous avez dans l'axe donc les ordonnées, donc la fréquence, les allèles, et ici les années. Donc 100 ans, hein, depuis de 1848 jusqu'à 1948. La question, d'écrire ces résultats et déduire l'influence de la sélection naturelle sur la fréquence des allèles dans cette population. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on observe? Donc, il faut utiliser donc, le document. Donc, c'est la quatrième question. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous voyez? Donc, j'ai mis ici en bleu l'évolution de la fréquence de l'allèle petit c, en vert l'évolution de la fréquence de l'allèle grand C, qui gouverne donc la couleur foncée. La couleur foncée ici, foncée, la couleur claire. Qu'est-ce que vous observez? Donc, on observe, donc, voilà, on observe, voilà, pour l'allèle C, donc la fréquence de l'allèle petit c qui gouverne la forme claire du papillon diminue progressivement depuis 1848 jusqu'à une diminution totale de cette fréquence de cet allèle en 1948. D'accord? Alors, par compensation, donc, par opposition donc, à la fréquence de l'allèle grand C qui a augmenté depuis 1868 et jusqu'à atteindre la fréquence 1, donc en la même année, c'est-à-dire 1948. D'accord? Donc, diminution progressive de la fréquence, voilà, de l'allèle petit c, gouvernant, voilà, gouvernant, donc la forme, le phénotype, voilà, le phénotype clair. L'air des papillons, voilà, des papillons, voilà, jusqu'à s'annuler, donc jusqu'à s'annuler en 1948. Alors, en opposé, donc, il y a quoi? Augmentation, voilà, augmentation de la fréquence, de l'allèle grand C, gouvernant le phénotype, voilà, le phénotype foncé des papillons, Voilà. Que peut-on déduire? Donc, on a répondu donc, à la description donc, des résultats. Donc, décrire les résultats et déduire l'influence de la sélection naturelle sur la fréquence des allèles. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Voilà. Donc, l'environnement, donc, sélection, donc, les phénotypes, donc, les phénotypes les plus adaptés. Donc, c'est une région industrielle, donc, l'environnement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sélectionné, donc, le phénotype, il a sélectionné les allèles les plus avantageux, donc, à la survie dans l'environnement considéré, donc, à transmettre ces allèles aux descendants. D'où donc une augmentation de la fréquence allélique, donc qui dit augmentation de la fréquence allélique, augmentation aussi de la forme des génotypes. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle donc la sélection naturelle. Donc l'environnement voilà, l'environnement tend toujours à sélectionner les individus, voilà, ayant, voilà, des allèles, voilà, avantageux, voilà, à leur survie, voilà, et à leur reproduction
donc à transmettre ces phénotypes aux descendants. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle donc la sélection. C'est la sélection naturelle. La sélection naturelle. Voilà. La sélection naturelle. D'accord? Donc, classe d'une autre façon, la sélection naturelle, quoi? C'est le fait de sélectionner donc, une fréquence, faire varier la fréquence des allèles, voilà, d'un allèle avantageux à la survie et à la reproduction et à la transmission donc, de ces phénotypes donc, vers notre génération. J'espère que vous avez donc compris donc, ce que c'est que la sélection naturelle. On va voir maintenant, pour finir, donc, je vais vous parler de 3 types de sélection naturelle. Il existe 3 types de sélection. Je vais expliquer ça à l'aide de graphes. Donc, vous avez ici 3 graphes. Le premier graphe, donc, alors la courbe noire, on considère que ce sont des courbes de Gauss, bien sûr. Donc, c'est la population initiale. Alors, par contre, en bleu, c'est la population après la sélection. Donc, il y a un facteur du milieu, donc le facteur sélection, qui va sélectionner des individus, donc par des autres, donc, ou bien au milieu de la courbe de Gauss. Donc, regardez, donc, vous avez ici une population initiale. Après sélection, la courbe de Gauss donc, change de place ici. Donc, qu'est-ce qui s'est produit? Il y a donc des avantages des individus, donc, et il n'y a pas sélection des individus donc, de gauche, hein, d'accord, de l'extrémité gauche. C'est ce qu'on appelle une sélection directionnelle. Il peut se produire l'inverse, c'est-à-dire la sélection des individus sélection des individus de gauche. Mais ici, l'extrémité gauche ont été désavantageux, donc les individus donc, de l'extrémité droite ont été sélectionnés, c'est ce qu'on appelle la sélection directionnelle. Alors, si il y a sélection donc, des individus du milieu, donc il y a des avantages donc, des individus des deux extrémités, on parle d'une sélection stabilisante. D'accord? Le troisième graphe, alors la sélection divergente. Pourquoi divergente? Il y a sélection des individus des deux extrémités. Voilà, et des avantages, après sélection bien sûr, naturelle. Donc il y a des avantages des individus du milieu. Et il y a sélection des individus des deux extrémités. Donc on parle de la sélection désavantageuse. La sélection, donc il y a 3 types. La sélection directionnelle, la sélection stabilisante et la sélection divergente. Merci à vous. J'espère que vous avez donc bien suivi donc cela. On va voir donc qu'est-ce que je vais vous dire. Alors dans la nature, donc sous l'effet de la sélection naturelle et de mutation, donc les fréquences normalement tendent à se stabiliser. Mais même si les conditions écologiques tendent vers la stabilité, alors vu que les populations naturelles ont un effectif qui n'est pas illimité, il est plutôt limité, donc il faut poser la question, parce que on n'atteint jamais l'équilibre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'équilibre n'est jamais atteint. Pourquoi? Parce que l'effectif des populations est limité. Voilà ce que vous devez comprendre. Donc, quelle est l'influence? On va poser la question. Quelle est l'influence du nombre des individus d'une population sur l'équilibre de la population? C'est ce qu'on va voir donc avec les deux autres donc, facteurs de variation d'une population. C'est, Inch'Allah, on va voir dans les autres vidéos, la dérive génétique et l'influence de la dérive génétique. Un autre facteur et l'influence de l'immigration sur la variation d'une population. Abonnez-vous à la chaîne SVT+, Kerbal, vous n'aurez Inch'Allah que de nouveau. Les SVT, donc les cours SVT seront bien compris. Merci à vous.